Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur ce webinaire Altavia Aura JetPulp, dédié à comment réinventer le catalogue B2B. Je vous propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes pour permettre aux derniers participants de nous rejoindre. Nous sommes déjà plus de 40 participants. Donc on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Si ça vous va, Rémi et Jean-Christophe, je vous propose qu'on commence. Oui, complètement, allons-y. C'est bon pour vous? Ok. Vas-y. Alors, bienvenue à tout le monde. Vous dire qu'il y aura un temps de partage et de questions-réponses en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau dans l'item questions que vous trouvez en haut à droite à côté du chat. Et promis, on tiendra nos engagements de timing. On sait que vous avez tous des agendas bien remplis. Donc, à 15h30, vous serez libérés. Bonjour aux dernières personnes qui sont en train de nous rejoindre. Je suis aujourd'hui avec Rémi Père et Jean-Christophe Rouffignac. Avant de leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter, je vais commencer à le faire, même si c'est pas très poli. Donc moi, je suis Virginie, je suis directrice de clientèle Altavia Aura et j'ai en charge d'accompagner nos clients dans le déploiement de leur stratégie de communication commerciale on et off. Rémi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Rémi Père, directeur de clientèle également, mais chez JetPulp, qui est du coup l'agence digitale du groupe. Je officie depuis un peu plus de 10 ans en qualité de directeur conseil également sur le domaine de l'UX et j'accompagne les grands comptes de l'agence dans leur stratégie d'acquisition et leur stratégie de développement digital. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jean-Christophe Rouffignac, je suis directeur outils et prémédia au sein d'Altavia Aura, en charge donc de toute la partie production prémédia des équipes et tous les outils collaboratifs autour de ça. Et je suis chez Altavia depuis un certain nombre de temps, je ne dirai pas toutes les années. Merci Jean-Christophe. En 2 minutes, vous dire qui nous sommes. Altavia est le premier groupe de communication indépendant qui est implanté à l'international, qui couvre 40 pays pour plus de 2500 collaborateurs, dont la spécificité est d'avoir une parfaite maîtrise de toute la chaîne de valeur au service du retail, qui reste l'activité historique du groupe Altavia. Et si on parle plus précisément d'Altavia Aura, dont nous faisons tous les trois avec Rémi et Jean-Christophe partie, Altavia Aura est l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes du groupe Altavia. Nous sommes 130 collaborateurs et nous avons une entité digitale qui est représentée aujourd'hui par Rémi. Et je te laisse, Rémi, présenter rapidement qui est JetPulp. Ouais, en 3 mots, JetPulp, en fait, c'est du coup une agence digitale à 360 degrés qui maîtrise également toute la chaîne de valeur qui fait le digital aujourd'hui en interne. Donc, de la réflexion stratégique jusqu'à la production et l'infogérance d'écosystèmes digitaux, on accompagne nos clients de A à Z dans leur strat et leur retournement digital. Et puis, on a un certain nombre de clients dans le domaine de l'e-commerce et du B2B qu'on accompagne sur leurs défis d'acquisition de leads ou d'évolution de chiffre d'affaires online. Si on fait un focus sur nos clients B2B, on a effectivement chez Altavia Aura une part importante d'acteurs du B2B, aussi bien dans l'industriel que dans le service, avec des entreprises de taille totalement différentes, ce qui nous permet d'avoir un panel de clients et de cas assez vaste. On vous propose ce webinaire en 3 temps. Un premier temps dédié au contexte marché, à vous apporter nos convictions, nos partis pris sur aussi bien les évolutions et les usages du catalogue B2B d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Une partie dédiée aux solutions qui sont justement qui sont apporteurs de réponses dans cette ère de la digitalisation des catalogues. Et puis, on terminera en parlant data, performance data, avec les outils, notamment avec les outils d'aide statistique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose un petit quiz.
histoire de se mettre dans l'ambiance avec quelques questions. Vous avez la possibilité de participer en répondant directement dans le chat. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, si vous êtes OK, on va démarrer. Donc, la première question, Forrester publié en 2014 une étude stipulant que le catalogue B2B disparaîtrait en 2016, réponse A, réponse B 2019, réponse C 2025. On a du B, du C, pas mal de B pour 2019, encore du B. Eh bien, la réponse est A. Donc, finalement, il y a peu de réponses A. Et on peut se dire que 7 ans, finalement, 7 ans plus tard, le catalogue physique B2B a toujours sa place et a bien sa place dans la stratégie de communication et est fortement plébiscité par les utilisateurs, même si, et on le verra plus tard, effectivement, il est challengé pour répondre aux besoins qui sont de plus en plus exigeants des utilisateurs. Deuxième question. Le Covid-19 a modifié de manière structurante le fléchage des investissements des entreprises. Selon vous, quel est le pourcentage de chefs d'entreprise ayant prévu d'investir davantage sur le digital sur les 2 prochaines années? Réponse A, 30%, B, 50%, C, 60%. Il y a pas mal de C. Ça se joue entre le B et le C. Et la bonne réponse, effectivement, c'est la réponse C avec 60%. Et on peut d'ailleurs se demander si si la période de Covid n'a pas été un véritable booster et un véritable accélérateur dans cette prise de conscience collective et dans l'ère de cette transformation digitale. Et enfin, pour clôturer ce quiz, une dernière question. Selon vous, quel est le pourcentage d'utilisateurs trouvant plus simple de consulter un catalogue physique qu'une interface numérique? Réponse A, 10%, réponse B, 30%, réponse C, 65%. On a un peu de tout cette fois, mais il semblerait que le C prenne le dessus. Et effectivement, c'est la réponse C avec 65%. Comme quoi, effectivement, ce support physique a toute son importance, et notamment, Jean-Christophe en parlera tout à l'heure, auprès des différentes forces commerciales sur le terrain. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet pour ouvrir en fait ce webinaire sur la digitalisation des catalogues. On souhaitait revenir sur quelques éléments de contexte afin de prendre un petit peu de hauteur. Le catalogue permet finalement aux marques B2B d'exister au sein des entreprises clientes ou chez des prospects. C'est un support qui a souvent été considéré comme un fondamental par vos équipes commerciales parce qu'il permet en fait de matérialiser une offre parfois très technique ou une offre très large ou très profonde. Les commerciaux en fait s'en servent vraiment de prétexte à rendez-vous, mais aussi comme moyen d'exister dans les enseignes ou les entreprises qu'ils souhaitent démarcher. Du côté des équipes marketing communication, le catalogue en fait il est traditionnellement utilisé pour annoncer de nouvelles gammes, des innovations de produits ou une nouvelle approche prix. Pourtant, les choses évoluent grandement. Nous, on constate chez Altavia Aura JetPulp que nos clients industriels, logisticiens ou acteurs du food service connaissent une vraie baisse des volumes d'impression et sont aux commandes pour baisser un petit peu ces volumes. On note aussi des changements dans les formats de catalogue, la pagination et la profondeur de pagination. Et on a aussi une forte demande sur la digitalisation des supports et parfois la volonté de stopper l'impression des catalogues. Ce qu'on note aussi, c'est la grande porosité entre le marché du B2B et le marché du B2C sur ces effets de levier, notamment chez Monoprix, Ikea, Leroy Merlin, où là aussi les supports print sont challengés, et notamment avec Ikea qui a stoppé son catalogue assez récemment. Alors, comment on en est arrivé là ? On identifie 3 grands facteurs qui nous sont souvent rapportés par nos clients. C'est le RSE.
enfin la RSE, et cette politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment. Mais aussi le fait que le catalogue est plutôt considéré comme un investissement subi, puisque, et c'est en lien avec le dernier item, le ROI, puisqu'il n'est pas du tout en lien justement avec la mesure du chiffre d'affaires qu'il apporte. Donc très difficile pour vous, acteurs du B2B, de mesurer vraiment la performance et le ROI des catalogues print. Mais par contre, et pour nous, ce n'est pas la seule raison, loin de là, en fait. La digitalisation du catalogue, elle est aussi et complètement induite par une évolution du Customer Journey. Auparavant, le Customer Journey, enfin, il y a une dizaine d'années, ressemblait peu ou prou à ça, c'est-à-dire des touchpoints, des points de contact massivement physiques et peu digitaux. Finalement, on avait sur le digital, il y a une grosse dizaine d'années, de l'email, un site web, du e-catalogue qui existait déjà, hein, les balbutiements de Flipbook, et puis beaucoup de présence sur les touchpoints qu'on appelle physiques, notamment au travers de médias classiques comme la radio, la télé, l'affichage. Mais ce qu'on note également, c'est finalement la présence commerciale qui était assez forte et sur les phases d'awareness, de considération et d'achat, et qui rythmait un petit peu le parcours d'achat des acheteurs chez vos clients. Ce Customer Journey, il a largement évolué, notamment sur les 2-3 premières phases de ce tunnel. Et on note en fait, donc sur le haut du graphique, l'arrivée des points de contact digitaux qui viennent atomiser vraiment ces fameux points de contact. C'est-à-dire que le digital devient complètement surreprésenté dans un parcours d'achat. Et vos acheteurs, finalement, souhaitent être en autonomie pour se faire une idée de vos produits, de vos biens, de vos services sur un marché donné. Le Boston Consulting Group conforte un peu ça en spécifiant que 73% des acheteurs aujourd'hui souhaitent d'abord se faire une idée du marché, de sa structuration et des offres avant de rencontrer les forces commerciales. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on est sur un parcours d'achat résolument omnicanal avec des points de contact surreprésentés sur le digital et du coup, ça induit une digitalisation des catalogues nécessaire. Ce qui met en exergue un petit peu et conforte un petit peu ce qu'on vient de voir, c'est qu'aujourd'hui, 3/4 des acheteurs utilisent les réseaux sociaux dans le parcours, ce qui est assez significatif. Donc, évidemment, via du LinkedIn sur les plateformes sociales, mais c'est aussi sur du search mobile, où aujourd'hui, les parcours d'achat sont résolument mobiles avec 50% des recherches qui sont faites sur le B2B via ce device-là. Donc, dans ce contexte, en fait, et dans cette digitalisation des parcours d'achat, il est tout à fait logique que le catalogue se digitalise et intègre ces fameux touchpoints digitaux. Pour intégrer, en fait, cette résolution omnicanale, en fait, le catalogue, il va répondre à des besoins qui sont tierces. C'est d'abord la problématique du temps réel. On était confronté auparavant avec les catalogues physiques à des catalogues plutôt figés, tant dans la disponibilité des stocks que dans l'offre, que dans les prix. Et ça, c'est un vrai point de friction finalement du catalogue physique qui s'est accéléré, qui a été encore plus présent pendant la phase de Covid, où on avait un besoin, notamment sur la grande distribution, de pouvoir communiquer très rapidement sur des stocks disponibles ou non, des variations de prix, des magasins ouverts, etc. Et puis après, on a la dimension d'omnicanalité, puisque aujourd'hui, c'est ce que je disais juste avant, le catalogue se doit d'être présent dans des parcours très hétérogènes, multi-device et avec des points de contact résolument digitaux. Et après, on a la dimension de customisation, donc de customisation des catalogues en fonction des types de clientèle que vous souhaitez toucher, de l'appétence de certains clients à certaines gammes de produits, qui, par le papier, est rendu très, très compliqué, alors que le digital nous permet finalement de jouer sur la partie customisation de manière assez simple. On a quelques exemples d'acteurs qui utilisent cette digitalisation des catalogues au travers de stratégies assez différentes. Par exemple, Placo qui met en place
une véritable bibliothèque de catalogues sur son site e-commerce pour appuyer vraiment son expertise, faire de la réassurance et engager des artisans et des sites B2B dans des parcours d'achat avec vraiment de la réassurance derrière. On va avoir des acteurs comme Petzl qui utilisent des catalogues sur des landing pages dédiées et comme outil de génération de leads finalement. Le catalogue a un coût, on va essayer de le monétiser quelque part avec la collecte de leads via du formulaire de contact. C'est plutôt malin, c'est pas forcément nouveau, mais c'est plutôt malin, c'est plutôt un moyen finalement de monétiser un catalogue qui est perçu comme un coût aujourd'hui. Et puis après, on a un coup d'éclat d'IKEA, qui est un acteur du monde du B2C, mais aussi du monde du business to business, et qui a carrément digitalisé son catalogue via un podcast depuis mi-mars, là, il y a une quinzaine de jours, et qui, au lieu de proposer une expérience au travers du papier, propose une expérience auditive au travers de ces différentes gammes et de ces différents produits. Et c'est plutôt malin et inspirant pour vos catalogues B2B finalement, puisqu'on pourrait tout à fait imaginer des prises de parole dans vos catalogues papier ou dans vos catalogues digitalisés via des QR codes à flasher qui permettent à l'utilisateur d'aller sur Spotify ou sur des plateformes d'écoute pour découvrir un petit peu des avis d'experts, des conseils, des nouveautés. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, on peut se demander si c'est vraiment la fin de l'ère du catalogue physique. Et à ma grande surprise, finalement, non, puisque on a des exemples inspirants, notamment sur le marché du B2C, et notamment avec des pure players que sont Wayfair, Amazon, Bicim, donc des acteurs vraiment du digital qui se sont construits sur le digital et qui sont venus ces dernières années créer des catalogues sur des collections, dans des événements particuliers, avec un prisme de saisonnalité assez fort pour Amazon, notamment à Noël. Ils sont venus du coup créer ces catalogues, ils les ont envoyés à leurs clients et ils ont eu des retours très pertinents sur le sujet. On verra plus tard comment on peut mesurer la pertinence justement de ces actions-là. Mais en tout cas, il y a une vraie croissance de chiffre d'affaires qui a été observé par la réalisation en fait de ces catalogues dédiés. C'est très en lien aussi avec une appétence de la génération Y sur le média papier. Nous, enfin, ma génération, années 80, est plutôt finalement en rupture avec le catalogue, avec le papier, avec l'ère du marketing direct papier qu'on a connu avec les grands VP6, VP-listes. Alors que la génération Y, les millennials, en fait, n'ont pas réellement connu tout cela. Et ce qui fait l'originalité de ce point de contact, c'est qu'il n'est pas du tout ou très peu utilisé en fait par les pure players. Et du coup, c'est un moyen de les toucher de manière plutôt disruptive et de rester chez eux un bon moment, puisque le catalogue va être partagé, touché, lu, relu, échangé avec d'autres personnes de leur réseau. Donc, c'est plutôt malin, en fait. Il y a un moyen qui a été justement mis en œuvre par les pure players de tester un petit peu la pertinence de ce type de support et d'action. C'est de regarder, d'avoir une stratégie sur une base de données Y, de se dire, voilà, je vais construire une base de données sur laquelle je vais siloter une action, je n'envoie qu'un email proposant un catalogue digital, par exemple, et puis une autre partie de la base de données sur laquelle je vais envoyer un catalogue email, et puis je vais envoyer la version print. Et je vois comment mes bases réagissent et quelles sont les bases qui sont les plus rémunératrices, notamment au travers de KPI comme le taux d'évolution des ventes, l'évolution du chiffre d'affaires, le panier moyen, ce genre de choses. Mais on peut aussi imaginer de pouvoir décider le maintien d'un catalogue papier ou pas en monitorant des indicateurs de performance comme le nombre de demandes de catalogue physique si je n'ai reçu que la version digitale, ou le nombre de demandes d'arrêt de réception du catalogue physique si je n'ai reçu que la version digitale du catalogue. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir mesurer un petit peu
ma stratégie et l'intérêt d'arrêter le catalogue ou de le digitaliser avant de prendre des décisions qui peuvent être assez lourdes de conséquences sur mon chiffre d'affaires et sur les actions commerciales. Merci Rémi pour ce contexte marché. Maintenant, je vous propose qu'on rentre dans la présentation des solutions qui permettent justement de répondre à ces enjeux de digitalisation des catalogues B2B. Et on vous propose d'aborder selon quatre angles. Un premier qui est de dire comment digitaliser mes catalogues print. Également, comment créer un lien, un pont entre mon catalogue physique et mon site e-commerce. Comment je peux aider ma force de vente sur le terrain avec des outils innovants. Et comment augmenter mon drive to store et l'appartenance à ma marque. Alors, pour le cas numéro 1, comment digitaliser mes catalogues print, on va commencer par le flipbook standard. Donc, le flipbook standard, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est un support qui est assez vieillissant, on va dire, mais qui aujourd'hui est encore très utilisé dans beaucoup de cas, et notamment beaucoup en B2B plus qu'en B2C. Le catalogue flipbook, il va permettre de feuilleter, il va permettre de faire plein d'actions, d'aller à des sommaires, de pouvoir donner, on va dire, toute la partie catalogue print. Généralement, il est dans quasi 100% des cas issu du print, où on va juste en faire un PDF et le digitaliser. Du coup, les fonctionnalités générales qui sont présentes sur cette solution-là, c'est bien évidemment, il faut une connexion Internet, mais on peut le télécharger dessus après pour être en mode mobile. On a des visions en mode libre, on peut rechercher dans des contenus indexés et ainsi de suite, télécharger et tout. Mais on va dire que c'est le b.a.-ba, on va dire le minimum à avoir pour digitaliser son catalogue, même si, somme toute, il n'a pas un énorme intérêt de traçabilité et de côté héroïste derrière. Du coup, aujourd'hui, est-ce que le flipbook standard a-t-il toujours sa place vraiment dans une stratégie de communication? Donc là, on va vous montrer des exemples. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la partie démocratisation complète de l'HTML5 et de tout ce qui va autour, toutes les fonctionnalités avancées qu'on peut apporter, il y a des solutions qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Premier point, donc là, c'est comment créer un lien entre le papier et mon site e-commerce. Donc nous, on l'a appelé le flipbook marchand. C'est comment on va pouvoir créer le pontage entre les deux pour justement essayer quand même de garder votre client et le client de pouvoir commencer à le tracer. Donc là, il y a le côté intéressant, c'est de partir du catalogue print. On a toujours la partie print généralement qui est là et on va commencer à y intégrer un peu de rich media, faire quelques animations ou autres, mais vraiment l'intérêt, ça va être de commencer à avoir le parcours client sans couture, de le garder du côté print, qui puissent accéder directement aux fiches produits, de pouvoir les ajouter dans un panier, faire une liste de courses, et jusqu'à la finalisation de sa commande directement sur le site marchand. Et le point important qui est très intéressant, c'est sans redévelopper des systèmes d'achat de paniers intégrés dans les flipbooks, où là, on va se servir directement du panier de votre site à vous. Et l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir le monitorer. Donc, avec des outils comme Google Analytics ou autres, on va pouvoir monitorer tout ça, mais Rémi en parlera dans le point numéro 3 un peu plus en détail, donc je ne vais pas le spoiler dès à présent. Les solutions marché, il y en a pléthore, on voit beaucoup de solutions, comme je vous disais, en B2C. Alors, ça reprend toutes les fonctionnalités généralement du flipbook standard, mais on va commencer à avoir des fonctionnalités un peu plus intéressantes, de pouvoir automatiser les références, parce qu'on sait qu'en B2B, on a une quantité de références qui est somme toute bien plus élevée qu'en B2C, où vous allez retrouver dans un catalogue avec peut-être une centaine de références, alors qu'en B2B, on ne va pas commencer à parler en milliers, voire dizaines de milliers, dans des catalogues généraux. On va pouvoir automatiser, grâce aux bases de données que vous avez sur vos sites, de pouvoir automatiser les fiches articles, de pouvoir récupérer les images et tous les éléments, les contenus, les textes, les désignations, ainsi de suite, et d'y intégrer un panier connecté, où ce panier va créer donc un panier dans l'iframe directement du flipbook, et on va pouvoir comme ça projeter directement derrière, mais je vous montrerai un peu plus en détail derrière, et la partie statistique, analytics, bien évidemment. On va vous prendre un cas client, quoi de mieux que de vous donner un vrai cas client qui a été fait l'été dernier en plein Covid, avec notre client Rexad. Donc l'idée, c'était comment aider à la digitalisation de la force commerciale B2B, parce qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain, au mois de mars 2020, avec impossibilité d'imprimer, tous les commerciaux, impossibilité d'aller voir leurs clients, et donc ils sont venus nous voir, on a travaillé ensemble à trouver une solution. Donc, la solution, c'était de dire, justement, par rapport à le fait que leurs commerciaux ne pouvaient plus visiter, le stock de l'impression complète et du routage. Il faut aussi se rappeler qu'en mars, avril,
plus de distribution partout en France et d'ailleurs dans le monde, mais surtout on va cibler un peu en France aujourd'hui. Et du coup, ils avaient plus du tout d'actes commerciaux, de moyens techniques pour faire du commerce et sur leurs équipes de vente. Donc ils sont venus nous voir sur cette partie-là. Et on a travaillé plusieurs choses. On a travaillé comment pour le commerce, plus de digital, mieux monitorer tout ça et être plus performant. Donc l'ambition, c'était vraiment d'agir très rapidement, parce que là, il y avait un degré d'urgence du fait de la situation du Covid. Et on a travaillé en 3 temps. Donc les 3 temps, c'est le premier, c'est la création très rapidement de flipbooks automatisés pour justement, avec tout ce qui est lien automatique et lié à leur base de données, pour pouvoir créer ce pontage entre on va dire le print to web, j'aime bien l'appeler le print to web, et la création de catalogues personnalisés. Alors personnalisés dans le sens, c'est de pouvoir sélectionner tout ou partie des pages ou d'une gamme pour en faire un petit catalogue. On sait qu'en B2B, vous avez des paginations très souvent assez importantes et beaucoup de clients finaux ne sont intéressés que par 5, 10, 15% de vos pages. Là, ça va leur permettre justement d'aller les sélectionner. Bien évidemment, en temps 2, on a l'évolution avec le e-commerce, avec la création du panier. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur cette partie-là, puisque sur la partie Orexad, on a fini le temps 1 pour information, on est en pleine période du temps 2. Donc, on est sur le comptage justement de la brique e-commerce. Et de 3, tout ça monitoré par, on va dire, les systèmes de Google Analytics du client ou pas. Mais sur Orexad, on est aujourd'hui sur le client. C'est eux qui gèrent cette partie-là et qui vont pouvoir justement pouvoir monitorer et pouvoir voir les résultats. Les résultats, c'est qu'on a été pour eux très agile. En moins de 15 jours, on a commencé à déployer une solution. Donc ça, on va parler de quelque chose de très rapide. On a produit, pour information, plus de 10 flipbooks généraux en moins de 3 mois sur la fin d'année. Et le client est très satisfait parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai succès. Ils nous ont signé pour 1 an. On continue sur cette lancée, sachant qu'on était un peu en test and learn. Donc, on leur avait dit, on teste cette partie-là et si ça fonctionne bien, on ira plus loin. Donc, voilà un cas client concret sur cette partie-là. Quelques exemples de mock-up où là, vous voyez à gauche le flipbook standard. En haut à droite, on voit un petit peu cette partie personnalisation, mais je vais revenir sur une démonstration un petit peu plus customisée juste derrière pour vous montrer, et la partie Google Analytics dessus. Donc là, je vais vous lancer une vidéo. Alors, là, vous voyez, je vous prends un exemple. Je fais une petite vidéo pour montrer. Il y a possibilité, donc, comme les flipbooks standards, de télécharger, d'imprimer, de partager, même si on peut rajouter du LinkedIn, du Twitter ou autre. Bien, possibilité d'aller directement sur les pages. Aller plus loin, partie archives pour aller récupérer donc tous les catalogues en cours de validité et permettre d'aller dessus. Et la partie faites votre propre catalogue où on va commencer à personnaliser le catalogue. Donc l'internaute peut sélectionner, alors soit le commercial pour son client final ou directement le client final. Il va créer son petit catalogue. Il va se l'envoyer, le commercial va l'envoyer en client ou pas, ou se l'envoyer à lui-même. Derrière, on a toute la partie recherche avec des contenus indexés qui permettent d'aller directement et de voir en surveillance dans les pages, que ce soit sur les publications ou dans les archives aussi. Ça peut être très intéressant d'aller trouver quelque chose très rapidement. Et vous avez compris sur la partie Orexad, on est sur des liens URL à aujourd'hui et on est sur l'étape 2 où je vais vous montrer derrière la partie marchande, comment on va pouvoir connecter. On peut rajouter dans ces flipbooks un petit peu on va dire, d'animation, des formulaires de contact pour récupérer de l'information, des contacts comme ça, des contacts en pop-in ou autres. Tout ça, c'est juste un des exemples pour vous montrer. Possibilité, bien évidemment, de rajouter de la vidéo. On peut rajouter tout type de vidéos et tout, mais qui vont commencer à donner du rich média pour vos clients finaux, d'aide au choix. Donc, voilà pour cette partie-là. Derrière. Alors, maintenant, je vais prendre l'exemple on va dire, la partie marchande, ce qu'on appelle le partie marchande, mais la partie panier connecté. Donc, je vais remercier Manutan Collectivité. Je me sers de Manutan Collectivité, qui est un de nos clients adorés, bien évidemment, un des nombreux clients adorés qu'on en a, sur lequel je suis venu justement voir ce qu'ils avaient fait sur leur partie et comment ils ont réussi, eux, à connecter cette partie marchande. Donc, je vais vous montrer avec un réel cas sur la partie Manutan. Donc, vous retrouvez, par exemple, sur maintenant la même logique avec la partie, on va dire, du catalogue flipbook. Vous voyez en haut à droite la partie où on voit comment savoir les fiches articles. Donc, là, on va rentrer dans une petite démo derrière où je vais vous montrer aussi cette partie fiches articles, les titres, les désignations et la partie tarifaire, justement, pour pouvoir commencer à voir cette partie marchande. Et vous voyez à droite la partie personnalisation du catalogue, donc qui sont des options assez intéressantes. Donc là, on garde vraiment le lien du client tout au long du parcours. Il a beau être issu du print à la base sur on va dire un flipbook standard. Là, on l'amène un peu plus loin pour l'amener justement sur le site et pouvoir le tracer derrière. C'est là où ça va devenir intéressant.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la démonstration pour vous montrer. Donc, exemple sur cette partie-là, donc sur Manutan collectivité. Alors oui, je n'avais pas parlé, mais par exemple, il y a une partie sommaire, table des matières, et derrière, il y a une connectée, donc cette partie marchande, avec les références qui sont taguées et qui vont permettre de remonter cette fiche article avec les photos, la désignation, tout ce qu'il y a à faire, toute la partie tarifaire. Et vous voyez automatiquement un panier se crée dans le flipbook. Et en aucun cas, on est encore sur le site marchand. Et là, on va envoyer la liste de courses qui va se préparer, qui va envoyer dans le panier du site. Vous allez voir tout de suite que là, maintenant, dans le site marchand de Manutan collectivité, les produits sélectionnés viennent s'intégrer. Et là, on va finir le parcours client et l'achat sur le site du client. Et donc, c'est là où il y a un réel intérêt, c'est qu'on garde vraiment une traçabilité globale de toute cette partie-là. OK. Donc, partie numéro 3. C'est là, on va oublier la partie print. C'est-à-dire que vous avez compris, les deux premiers, on part surtout du print et on essaie de créer un pontage. Alors, le premier, quasi pas de pontage. Le deuxième, on va créer un pont. Là, on va oublier tout ça et on va se dire, on va le faire des supports 100% digitaux. Donc là, on va parler de un peu PDF interactif, un peu d'e-pub. Même si on pourrait se dire que le PDF interactif, on pourrait partir du print, mais on peut aussi les raisonner autrement. Et je vais vous montrer des cas concrets sur cette partie-là. Aujourd'hui, les médias 100% digitaux sont forcément plébiscités pour les argumentaires de vente et les autres produits marketing pour toutes les forces de vente. Parce qu'ils vont offrir de nombreuses possibilités d'animation, de rendu, de tout ce qu'on peut faire dessus. Et ça va permettre d'enrichir très fortement l'expérience de lecture. Vous savez, aujourd'hui, sur le print, on ne peut pas tout mettre. On est pris par le nombre de pages et, on va dire, la place associée. Là, on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir ajouter du rich media et plein d'informations complémentaires. Un petit exemple, des exemples que ce soit sur du Michelin ou sur du Audi, c'est que pour ces argumentaires de vente sont à destination, on va dire, des forces commerciales. Donc là, on est vraiment sur du B2B pur. Et avec toute l'information, par exemple, le Tire Zen, qui est une opération, ou l'AR8, si on prend la partie Audi. On aura toutes les fonctionnalités qui seront de type tous les formats possibles, dont le format écran. Et là, vous voyez, par exemple, ça a été fait tout de suite en format écran, format desktop, pour justement être dans une lecture, on va dire, plus digitale, plus mobile. Et on va pouvoir y rajouter des liens, tout comme le PDF standard, mais aller un peu plus loin. On a, sur certaines solutions, juste besoin d'un simple lecteur PDF. On n'a pas besoin de connexion. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a aussi pas mal de nos clients qui, au niveau des commerciaux, ils ont des problèmes de connectivité, on va dire, localement. Et là, ça leur permet de télécharger, d'avoir tout en amont et de pouvoir continuer à faire leur vente. Et on a aussi quelque chose qui est assez important, c'est que là, on ne parle pas d'HTML, on ne parle pas de création de sites et autres, où ça peut prendre forcément plus d'ampleur et plus de temps. On parle d'InDesign, tout simplement. Avec InDesign, nos produits Adobe, on va pouvoir se permettre de commencer à digitaliser et à faire ces formats-là, avec rajouter des informations, des pop-up et tout ce qu'il y a autour de cette partie-là. Cas concret pour vous montrer un petit peu tout ça, on a un cas client qui est un aussi de nos clients adorés, Sigvaris, qui l'idée c'était comment l'administration des ventes peut redevenir le meilleur allié des commerciaux dans cette période où on sait qu'on s'est retrouvé un peu 100% digital, et pareil dans une partie on va dire un petit peu rapide parce que ça devenait urgent. Donc, juste vite fait sur Sigvaris, c'est quand même leader dans le domaine de la compression médicale aujourd'hui pour tous les acteurs. Et ils avaient une problématique qui était, d'après une enquête interne qu'ils avaient, entre 10 à 20% seulement des responsables de développement commerciaux utilisaient des anciens supports. Donc, ils étaient déjà sur des supports de vente un peu digitaux, de type PDF à disposition, mais qui n'étaient pas pensés. Donc, le support était jugé un peu trop compliqué, trop de pages, compliqué à lire, ils avaient du mal à se projeter. Donc, on a accompagné Sigvaris ensemble pour faire de la co-création, on va dire, d'un outil de vente performant pour les accompagner et accompagner surtout les commerciaux à les aider à vendre sur cette partie-là. Donc, l'ambition, ça a été de créer cet outil d'aide à la vente en partant du fait de quelles sont les visites de suivi, les visites de prospection, les présentations des nouveautés, toutes les opérations qui vont autour. Et l'idée créative qu'on a eue, c'est de créer un e-book. Alors, e-book, c'est un des formats, c'est le format de lecture, on va dire, des livres numériques. C'est un format plutôt standard, qui intégrait justement une restructuration complète de l'ancien support. C'est-à-dire que là, vous avez bien compris, on part de zéro, on part de feuilles blanches, et on va construire ensemble cette aide à la vente, ce support, pour justement le customiser. Donc, tout est prévu que pour ça et que pour cette partie-là.
Donc, il y a forcément eu besoin de faire des sélections de contenu essentiels. Ça a été fait lors de workshops. Il y a une partie toute animation digitale, justement, pour toute la partie riche média et autres, de rajouter dessus ces couches-là. Et bien évidemment, un design et un graphisme refait entièrement pour qu'il soit beaucoup plus attrayant. Les résultats, c'est que ça a donné un support plus intuitif, beaucoup plus vendeur et performant sur cette partie-là. Donc, je vais vous montrer un petit détail. Donc là, ici, vous avez quelques mock-ups sur la solution. Et je vais vous faire pareil une petite démo rapide. Alors, on ne peut pas tout montrer pour des questions de confidentialité, bien évidemment. Donc, on montre que quelques écrans derrière. J'envoie la démonstration rapidement. C'est parti. Donc là, par exemple, vous voyez la partie où on dirait donc un site internet avec des boutons. On a dessus la possibilité justement de créer tout ce qui est des informations produits plus. Quand on rentre dans une gamme, on va créer, par exemple, là sur Sigvaris Femme, justement tous les plus produits liés à tel ou tel produit. On retourne sur la partie solution, vous revenez en arrière sur la partie, on va dire, pre-home page, on repart sur notre thématique, là par exemple les styles motifs marinières, on y rajoute de la vidéo, par exemple, dedans. Ensuite, on va revenir sur l'accueil, on va repartir un petit peu sur la partie recruter et fidéliser, pour vous montrer un petit peu la segmentation. Donc là, sur une partie merch, sur la partie merchandising, voilà comment ça peut se représenter avec tous les éléments. On peut ajouter là une page, 2 pages, ainsi de suite, parce que justement, il y a beaucoup plus de contenu, jusqu'à des exemples de mise en place du merch directement dans les pharmacies et autres. Voilà. J'avance. À toi, Rémi, je te laisse continuer. Merci, Jean-Christophe. Autre support, autre technologie qui peut largement contribuer à aider en fait votre force de vente sur le terrain. C'est ce qu'on appelle la PWA. Donc la PWA, qu'est-ce que c'est? PWA pour Progressive Web App. Donc c'est un acronyme qui est en vogue depuis, je dirais, une petite dizaine d'années, 5 ans, quelque chose comme ça. En gros, c'est une technologie qui est un peu à mi-chemin entre le site web et l'application. Elle permet en fait de bénéficier de fonctionnalités d'une application mobile native tout en étant consultable depuis un navigateur web lambda que vous connaissez toutes et tous. L'un de ses gros atouts, c'est elle rend l'interface disponible partout et tout le temps. Et on le sait, hein, les équipes commerciales en fait ont une activité souvent en mobilité avec des conditions de rendez-vous ou des connexions réseau qui peuvent être aléatoires. Et la Progressive Web App, en fait, elle va permettre une consultation d'interface avec ou sans réseau Wi-Fi 4G. Donc, pas de surprise lors des rendez-vous. En fait, le cœur de l'interface est toujours disponible. Donc, avant un rendez-vous commercial, on va se connecter quand on a du réseau, ce qui va permettre en fait d'avoir une interface bien à jour avant d'aller en rendez-vous client. Si en rendez-vous client, on n'a pas de connexion, pas de souci, toute l'information est déjà loadée dans l'interface, donc l'interface est complètement disponible et à jour, entre guillemets. C'est aussi une technologie qui présente des avantages, celle du web sémantique finalement, puisque on va pouvoir avoir des stratégies de référencement naturel, de référencement payant, vraiment de web sémantique finalement, puisque on est sur du langage HTML. Donc en fait, ça permet d'avoir une interface qui peut contribuer à vous permettre d'acquérir du lead via vos stratégies de visibilité, notamment de référencement naturel. On a, pour illustrer un petit peu ce qu'est une PWA, mis en place pour l'un de nos clients une interface justement en mobilité qui permet en fait à la force de vente de préparer des rendez-vous de manière plutôt intelligente et efficace. Notre client en fait a une offre de service très large avec des solutions très très nombreuses qui rendent en fait le catalogue très complexe et finalement avec une difficulté de préhension, de prise en main des commerciaux assez significative. Donc en fait le challenge c'était de se dire comment on peut accompagner des commerciaux, des forces de vente à préparer leur rendez-vous le mieux possible pour répondre à des besoins clients bien identifiés.
Donc là, en fait, on réduit le nombre de clés d'entrée avec cette PWA, avec cette interface, au travers de 4 clés d'entrée principales. Et puis, au fur et à mesure, un peu comme dans un arbre décisionnel, on va affiner le besoin et, in fine, tomber sur une page de résultats qui va nous permettre, du coup, et qui va permettre au commercial d'avoir une page de résultats de l'offre en adéquation avec le besoin client, mais aussi en complément, et un peu comme on peut le retrouver sur du e-commerce, des offres complémentaires, un peu comme du cross-sell finalement, qui vont permettre en fait de nourrir d'autres propositions et de croiser des offres que le commercial n'aurait pas forcément en tête. Donc, c'est une interface qui est évidemment disponible en on et en offline. On a une navigation vraiment sous forme d'aide au choix pour guider l'utilisateur. On a une construction du projet qui se fait étape par étape. Donc, c'est la partie de droite que vous voyez à l'écran, où en fait, à chaque validation d'étape dans l'arbre décisionnel, le projet se construit sur la droite. Et en fait, on a tout un fil d'Ariane de construction du projet qui permet de revenir à l'étape d'avant ou de réenclencher la suite du parcours et la construction de l'offre. C'est un projet qu'on peut garder en mémoire, qu'on peut consulter à un moment X, reprendre à un autre moment Y, et qui permet du coup d'avoir un vrai outil d'aide à la vente, d'aide au choix pour préparer ces rendez-vous. Jean-Christophe, tu es en mute. Tu vas mettre ton micro. Merci Rémi, je n'avais pas vu, je te remercie. Désolé. Le 4e point, c'est comment augmenter mon drive to store et l'appartenance à ma marque. Donc, on va parler de réalité augmentée. La réalité augmentée aujourd'hui, alors c'est pareil, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quelques années, pas mal d'années que ça existe, mais on commence à avoir vraiment une remontée très forte de cette partie-là parce que justement, de plus en plus digital avec le Covid, on commence à amener des expériences différenciantes. L'avantage de la réalité augmentée, c'est qu'on peut commencer à s'en servir pour accélérer le drive to store, créer des parcours, des jeux, des expériences novatrices et autres qui permettent de faire venir vos clients dans vos agences, vos points de contact, vos magasins. Ça permet aussi d'améliorer l'appartenance à votre marque en apportant des parcours interactifs, créatifs, innovants et un peu différenciants pour se faire justement connaître et générer des leads. Ça, c'est assez important parce que ça peut être communicant. Et aussi, pour augmenter vos support print, c'est qu'aujourd'hui, on le voit sur pas mal d'éléments, on peut augmenter cette partie support print et d'y intégrer beaucoup plus d'informations produits, que ce soit des vidéos, des avis, des comparatifs, toute cette partie-là. Et c'est assez important et on peut commencer à aller très loin avec la réalité augmentée. Et le but, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. On a certains cas clients qu'on a en cours qu'on ne peut pas vous montrer parce que c'est en cours, donc c'est confidentiel. Mais on en a sélectionné un qui est un de nos clients qui est Promocash, qui était leur objectif, c'était de comment augmenter leurs cartes restaurants. Donc, c'est les cartes qui sont envoyées à tous leurs clients CHR, donc hôtellerie, restaurants et autres, et de dire qu'ils veulent augmenter justement ces cartes où ils ont le listing des produits. Du coup, on va se retrouver avec cette partie-là. Vous allez retrouver du rich média qui est forcément adapté. Alors ça, c'est assez important. Parce que quand on commence à parler de réalité augmentée, le rich média doit être customisé pour cette expérience-là et que pour celle-là. C'est assez rare qu'on puisse se servir d'autre chose pour vraiment que ce soit quelque chose qui soit fait pour que ce soit le plus intéressant possible, le plus dynamique. L'avantage, c'est qu'on a un tracking client aussi directement et ça permet de se corriger lorsqu'on va faire des opérations typiquement pour Promocash plusieurs fois dans l'année. Ça a permis de faire un peu ce qu'on appelle le mode test to learn. On va tester, on a le premier cas et on voit par rapport au touch point et autres comment ça marche et on essaye d'adapter pour la carte d'après et ainsi de suite. Donc, on va commencer à modifier et s'améliorer en avançant. Du coup, je vais vous lancer la vidéo et je vais vous montrer.
Donc là, je pense que ça parle de lui-même. C'était assez sympathique, je trouve. Je te laisse la main. Ouais, chouette. Merci Jean-Christophe. Sans transition, du coup, la mesure de la performance, je vais essayer d'être aussi entertainment et sympathique que ce que tu viens de nous montrer. La digitalisation en fait, des catalogues, elle permet réellement ce que le catalogue physique ne permettait pas, ne permet pas. C'est la mesure de la performance, la mesure du ROI et du coup l'analyse de la donnée. Alors, pourquoi utiliser l'analyse de la donnée? C'est principalement pour mesurer finalement le succès de la digitalisation de vos catalogues et leur intégration dans un parcours qu'on a vu très omnicanal en tout début de présentation. C'est également la possibilité de mesurer la contribution de support dans le chiffre d'affaires e-commerce et dans l'acquisition de leads. On l'a vu tout à l'heure dans les exemples de Jean-Christophe, on a la possibilité de collecter du lead dans les catalogues, mais aussi de faire le pont entre print et entre e-catalogue et e-commerce. Donc, il est vital finalement de monitorer l'apport et la contribution de ce point de contact dans le business. Et puis, enfin, l'idée, ça va être d'optimiser vos catalogues, les mises en page, les paginations, les profondeurs, l'utilisation du rich media ou non, l'utilisation de call to action. En fait, on va pouvoir remodéliser les catalogues comme on peut le faire sur la partie digitale et sur vos sites internet grâce à la donnée. Donc, on a quelques exemples sur la droite d'utilisation de Heatmap, de Google Data Studio dans des solutions propriétaires ou depuis et grâce à des plans de marquage qu'on va nous mettre en place chez JetPulp. Donc, on a pas mal de moyens finalement de mesurer la performance. Alors, comment on met en place justement l'analyse de la perf? On a d'abord une phase clé qui est la définition des indicateurs de performance. Donc, on va construire ensemble ce qu'on appelle des KPIs, qui soient les plus pertinents possibles et les plus révélateurs de votre activité pour pouvoir piloter vraiment la stratégie du catalogue avec une vision clairement définie en tout début de projet et qu'on pourra reprendre par la suite. Après, on passe sur la phase de collecte de données. Donc, c'est très clairement la création du plan de marquage et puis après son déploiement, notamment au travers de Google Tag Manager. Donc là, on va pouvoir collecter la donnée, l'incrémenter et puis l'injecter dans les tableaux de bord. Donc, c'est la phase numéro 3 de création des dashboards. Avec la mise en place de ces tableaux de bord qui vont présenter les indicateurs qu'on a définis en phase numéro 1 pour la phase de KPI. On peut utiliser différentes solutions marché. Ça va être Google Data Studio, ça peut être Matomo pour avoir une vision un petit peu plus anonymisée, et, un petit peu plus RGPD friendly. Ça peut être d'autres outils et ça peut être également l'analyse de la donnée par la suite avec vraiment du temps avec un consultant, avec vous en interne, pour analyser tout ce qu'on a remonté dans les tableaux de bord et procéder à l'optimisation finalement de vos e-catalogues et de vos interfaces. Si on devait avoir quelques KPI à suivre pour vraiment orienter ces changements, je pense que tout ce qui est utilisation de la recherche dans les catalogues, des mots saisis, etc., me semble intéressante. Tout ce qui va être ajout de produits au panier, complétion de formulaire et nombre de leads collectés, la contribution en termes de chiffre d'affaires des catalogues, tout ce qui va être utilisation et monitoring d'événements à travers de clics vidéo, de téléchargement de PDF, va être clé finalement à remonter dans vos tableaux de bord. On a un peu dépassé le temps, je crois. On va peut-être passer à la phase de questions-réponses. Sur cette phase cette approche data performance, en tout cas, on pourrait en parler assez longuement. On a des consultants experts chez JetPulp pour vous accompagner sur ces sujets. On sera ravis de reprendre la discussion un petit peu plus tard. Alors Rémi, juste avant de passer aux questions, merci Marie Ducasse de chez Sigvaris pour votre témoignage dans le chat. Et effectivement, ravi d'avoir pu mener cette belle collaboration avec vous et toutes vos équipes. Et si on en vient aux questions, Jean-Christophe, une question de Perrine qui demande si ce genre de solution est envisageable, enfin, si les différentes solutions que tu nous as présentées sont envisageables pour une marque avec plus de 1500 références, des stocks et des prix qui varient tous les jours.
Alors oui, 1500 références, ça c'est pas du tout un problème, hein. Il y a 10 000, 20 000 si vous voulez. Donc pour limite, on pourrait faire les catalogues plus gros, sans problème. Par contre, la gestion des stocks et des prix, si vous comprenez bien, c'est vu qu'il y a un pontage avec votre site marchand, il faudra étudier le pontage entre les deux, mais même la partie, si on prend la partie tarifaire seule, rien n'empêche d'avoir des tarifs prix publics dans on va dire, le catalogue digitalisé. Et quand vous arrivez sur le site, ne serait-ce qu'avec la partie login mot de passe, vous retrouvez par exemple une gestion tarifaire différent, vu que là on est en B2B, vous avez peut-être des accords commerciaux avec tel ou tel client qui font que vous avez on va dire des tarifs différents, mais tout ça après c'est le lien qui va prendre sur le site marchand. La gestion des stocks, ça sera étudié au même titre que le prix entre deux, mais c'est des choses qu'on peut étudier, qu'on peut regarder. Mais les volumes sont pas du tout, pas de problème pour ce type de volume, aucun problème. D'ailleurs, Manutan, qui sont présents avec nous, je crois aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus que 1500 références répertoriées dans leur catalogue. Une question d'Anne-Julie qui nous demande quels sont les meilleurs outils existants aujourd'hui pour créer un catalogue. Alors, si je comprends bien la question, enfin, je pense, Anne-Julie, qu'on a dû, je l'espère, vous apporter des éléments de réponse, ou sinon peut-être nous repréciser votre demande. Pour répondre à si Julie est encore là, c'est que les outils, ça va dépendre, vous avez compris, de votre besoin, vous avez compris qu'il y a pas mal de séquençage, il faudrait savoir quels sont les objectifs, où c'est que vous êtes prêt à aller, et les outils dépendront de l'objectif. Vous avez compris, entre par exemple, on va dire de l'ARA global jusqu'à un flipbook standard, on n'est pas du tout sur les mêmes outils, les mêmes productions. Une question d'Enrico. La connexion avec la réalité augmentée nécessite-t-elle l'application ou peut-elle démarrer avec la caméra du portable? Alors, plusieurs solutions, ça dépend des technologies, mais il y a deux possibilités. On peut aussi démarrer aujourd'hui de la RA tout simplement avec un QR code, assez facilement. Donc, avec la caméra du téléphone, n'importe laquelle, le QR code va déclencher la réalité augmentée. Sinon, après, il faut l'appli, mais on sait que l'appli peut être très problématique dans certains cas. Et donc, pour ne pas avoir l'appli, il y a ce qu'on appelle d'intégrer l'appli à, si vous avez une appli digitale sur laquelle on peut se plugger, on va venir mettre le lecteur dedans. Mais c'est trois choses différentes. Mais aujourd'hui, d'un simple QR code, on peut commencer à faire de la réalité augmentée. Merci Jean-Christophe. Nous n'avons plus de questions. Ah oui, non, c'est bon. Merci Enrico pour votre retour. Si c'est bon pour vous, il y avait quelques minutes d'avance d'ailleurs, donc on a plutôt bien respecté le timing. Déjà, vous remercier de nous avoir suivis sur ce webinaire. On était ravis de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux LinkedIn et en vous abonnant à la page Altavia Aura et à la page JetPulp pour suivre toute notre actualité. Vous dire aussi que depuis fin d'année 2020, on a créé notre propre chaîne de podcast que vous pouvez retrouver sur tous vos outils préférés en tapant Altavia Aura Podcast. Et vous y retrouverez aussi bien les digital sessions qui sont portées par nos experts de chez JetPulp et les retail sessions qui sont portées par nos experts de chez Altavia Aura. Enfin, vous dire que vous allez également recevoir le replay de ce webinaire par mail et vous recevrez également un formulaire pour vous proposer de vous transmettre une étude 100% dédiée aux professionnels du B2B qui a été réalisée par JetPulp sur la génération de lead gen. Donc avec des recommandations stratégiques, des chiffres clés, des analyses marché, de la méthodologie. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous retourner votre formulaire renseigné. On vous remercie, on vous dit à très bientôt et bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.